What is up, family? We have the final part 3 of this insane story by Feldup, who has found so much information off of one 11-minute video. I still don't even know how to comprehend what I'm watching. This is probably one of the craziest things I have ever seen in my life. Non, c'est complètement fou. Et ça joue avec ton cerveau. Does that make sense? It messes with your mind. All right, let's go. Sauf que non. Sauf que non. Continue de creuser. Keep digging. Visage pour la première fois et qui, le 28 mars, fait ses premiers pas. Une arrivée d'une équipe du SWAT, certes, puis le dernier log écrit. Jackson qui tient la main d'un sujet nommé Sujet 13, jamais vu auparavant. Potentiellement le signe qu'il a enfin réussi à trouver sa place dans le voisinage. Et c'est tout. Et c'est Et tout? plus rien. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Sauf que non. You keep messing with us. C'est bien sympa tout ça. Oh, attends. Did I go backwards or something? Did I just do a little deja vu there? I think I hit the wrong key. And I literally heard him twice. Okay. On est profondément déjà dans le terrier de lapin et je sais même pas s'il y a des gens qui me suivent encore. Mais en réalité, on peut creuser bien plus. La chronologie que je vous ai donnée est incomplète. Déjà, j'ai pas parlé de 2-3 trucs mystérieux et inexpliqués. Il nous reste du contenu caché dans le site et il nous reste également des appels téléphoniques et des images. On va devoir lentement reparler de tout ce que j'ai foutu sous le tapis car l'expérience de This House as People In It que je vous ai donnée est absolument pas fidèle au bordel que c'est de suivre ça sans avoir de fil à suivre. J'ai passé plusieurs semaines à faire un layout de l'ordre dans lequel je devais vous décrire ça pour que ce soit clair et pas vous saouler pendant 1 heure sur toutes les recherches autour de ce détail dans la vidéo du sculpteur. D'abord, je vous ai pas parlé de tous les appels téléphoniques et c'est d'abord car ils ne sont pas datés donc ils sont difficiles à foutre dans la chronologie mis à part pour ceux avec le costume de chien. Le boulot qui Feldup il a fait avec cette vidéo aussi, c'est incroyable. Est vraiment trop traçable, mais aussi c'est parce que la plupart de ces appels ressemblent à rien. Genre par exemple le fichier 63432, c'est Tom qui appelle Anne car il s'est mordu la lèvre. Anne lui propose de l'oragel pour ça. Tom pense avoir des dents plus pointues que la normale et Anne lui propose de les retirer pour en mettre d'autres. Anne dit qu'elle doit aller chercher les enfants à l'école. Tom lui demande qui elle va chercher en premier. Ils se rendent compte qu'ils ont plein de médicaments périmés. Anne demande à Tom d'aller acheter du papier toilette car il est à l'extérieur. Elle devait pas aller chercher les enfants. Il lui dit qu'il ne peut pas car là où il n'y a qu'un petit magasin et la dernière fois qu'il y est à acheter du papier toilette, l'homme lui a jeté un regard qui l'a mis mal à l'aise et il ne veut plus jamais y aller. Il propose donc plutôt d'en commander et de faire une commande régulière. Tom continue de parler et finit par demander à Anne si ses mains sont trop transpirantes car il a mangé du chocolat. Anne le rassure que non et Tom demande une dernière chose. Jackson veut faire des cours d'origami. À ce moment-là, Anne devient beaucoup moins investie. Ses cours nécessitent un adulte et Tom ne peut pas y aller. Il demande à Anne de le faire alors que Tom se met à reparler de sa douleur à la lèvre et il se passe ça. C'est tout le temps comme ça. Man, you know what? Someone should have called the authorities to go over to that house. Because I think they all belong in a mental institution. C'est un cauchemar à écouter. Oh merde, j'ai oublié ce truc-là, ouais. Voilà. Oh là là. Minutes et des minutes de conversation insensée qui vous font péter un câble tellement elles tournent en rond et tellement ils ne s'écoutent pas. Ça te fait péter une câble, oui. T'as aussi 2 appels intéressants où Tom mange des biscuits que Anne avait achetés pour les enfants. You ate all of those crackers? No, that's what I'm trying to tell you is I took them out of the kitchen because Right. kids He's eating the biscuit while he says, no, I didn't eat the cookies. were getting into them. Well, they're for them, honey. I don't want to have to share these with the kids. C'est un appel plutôt drôle en vrai, mais il y a 2 trucs qu'il faut noter avec cet appel. D'abord, et c'est le cas avec énormément d'appels, Tom et Anne communiquent par téléphone alors qu'ils sont à quelques mètres l'un de l'autre. You're out. Oh, That's me. Hey. oh my God! Wait, what are you? Do you see the new shirt that I'm wearing? I'm telling you, I think they're mentally something happened. It altered their brains. It altered their minds, and they were never able to come back from whatever crazy lost reality they entered.
They can't get out. They're stuck. I seriously, somebody should be like calling the hospital and saying, we need to get the kids the hell out of that house and put these two in a mental hospital or something because they're not right. They're not right. Covered in crackers. Mais aussi car ça fait référence à un hobby de Anne qui est très très peu mentionné. Son obsession avec le fait de cacher des trucs dans le jardin. C'est mentionné plusieurs fois dans des mails ou dans un autre appel. I can see you out there. I know. Don't, Check it out. Look at all these holes. Don't go too. Look at all these holes. She's a dog burying bones. You think we Yeah. should bury them in the yard? Il semblerait que Anne cache dans le jardin des trucs dans des trous, qu'elle rebouche comme pour ignorer qu'ils aient été là auparavant. On a aussi d'autres images dont on n'a pas parlé, par exemple ce fichier avec un bout d'argile, avec de la peinture, accompagné d'encore un de ces post-it roses. This looks like a murder scene. The kind of shit you see at a murder scene. Clues and stuff, with little yellow flags. On a aussi cette image d'un dessin avec écrit Boomcat, probablement donc de Jackson avec un post-it complètement flou. On a ensuite cette image de Jackson et Tom dans des vêtements très similaires sur le sol de la cuisine, avec étrangement le nez de Jackson entouré. Puis cette image de pâtisserie dans la cuisine, avec cette étrange pâte en gelée rouge, toujours et encore entourée. Mais là, il y a un truc intéressant. En réalité, quand on tape le nom d'un fichier dans la console, ça affiche une autre fenêtre avec l'image. C'est une fenêtre qui apparaît sans vraiment d'URL, sauf que évidemment, si c'est une fenêtre internet, elle a un URL. Et ce sera toujours une variante de absurveillantsolutions.com/archives/recovered files. Donc si on va sur le lien /archive, on a accès à tous les fichiers des archives de la console. Et dans ces fichiers, on trouve une image qui n'est pas comme les autres. Fichier 51235. Un fichier caché montrant ceci. C'est ce qui était affiché sur le four là. Et si toutes ces images ont un sens qui est un mystère pour tout le monde, le fait qu'un fichier soit caché, c'est pas anodin, car il reste quelques vidéos cachées dans la console. Des vidéos qui ne sont pas notées dans les logs. Faisons par ordre d'importance. D'abord, un réflexe qu'on peut avoir dans la console, à force de voir constamment des suites de 5 chiffres, c'est de se demander si le log 00001, même s'il n'est pas présenté, existerait. C'est pas con, ça serait le tout premier log possible, donc est-ce que ça marcherait ? I tell you, this guy's amazing. Et voilà en réalité le tout premier log vidéo de toute la chronologie. C'est le 22 mai 2014, un jour avant le premier référencé. Il s'agit d'un long I'm telling you, man. et silencieux enregistrement du mec déguisé en Boomy the Cat se réveillant le matin. Voir ça après tout le reste, même si c'est en réalité le premier élément de la chronologie, ça donne un côté un peu bizarre de réveil de cuite. C'est genre étonnamment pathétique comme image. Hey, attends, vous le voyez ? Vous le voyez ou pas en transparence ? Je suis pas fou ? Attends, je vais mettre rapide. Certains vont pas le voir, mais en transparence. Comme si c'était un reflet d'une fenêtre, on peut voir des gens bouger. Comme si dans la maison, quelqu'un était réveillé près de la fenêtre. Soit en train de se retourner dans son lit, soit en train d'observer le mec en Boomy par la fenêtre. C'est juste un... Oh, you see it extremely slight. Soit en train de se Là. retourner dans son lit, soit en train d'observer le mec en Boomy par la fenêtre. C'est juste un petit détail. Voilà, Bref, la vidéo se termine avec Boomy se réveillant, probablement réveillé par les cerfs qu'on peut voir ici à la fin. Mais il y a d'autres vidéos cachées. Et pour les trouver, il faut revenir à une information très très vieille qu'on avait mis de côté. Vous vous souvenez de ce texte dans la vidéo originale ? Merci de bien vérifier que le matériel est installé correctement en appuyant sur le bouton 3 du clavier. 0, 1 et 2. Attendez. Ça me demande un mot de passe. What the? Alors on a déjà fait Bedsheets, on a déjà fait Saturday. Il nous reste du coup Beans. Non, LPIY. Non. Warneming, le mot qui veut dire observation en néerlandais de l'Afrique du Sud. Non. Warneming sans le G. Are you fucking kidding me? Are you Felled up, man. You need to work for the FBI or something. You're in the wrong field of expertise, man. You could like solve 30-year-old murders that no one has ever solved. Just give the case to Feldup. Let him do it. He'll be like, oh, after 5 hours, oui, je sais qui a tué qui, et c'est lui. Et voilà. Thank you, Feldup.
Mr. Investigator Supreme. On a à disposition maintenant 3 vidéos qui sont intitulées X1, X2 et X3. Et elles sont essentielles, mais elles vont quand même faire poser plus de questions qu'elles vont en résoudre. X1 se passe le 24 juillet 2015, selon le carton du début de celle-ci. Et on n'a aucune note. Cette vidéo est un plan night shot sur l'armoire de Tom et Anne. La vidéo est extrêmement ralentie. Au bout d'une petite minute, on observe dans la pénombre une silhouette se dessiner. Puis elle s'approche de plus en plus. Holy shit, I'm telling you, something's really wrong in this household. This is some Annabelle type shit movie right here. Se montrant de plus en plus menaçant avant de s'arrêter. Oh merde, mais c'est incroyable ce truc. C'est menaçant. Même accéléré, c'est menaçant. There's Ce qui est something wrong. particulier également, c'est que dans la chronologie, c'est lié à aucun événement. À ce point de l'histoire, l'ambiance était tellement étouffante que cette vidéo n'a eu aucune conséquence. La vidéo X2 se passe, elle, beaucoup plus tôt dans la chronologie. Le 9 septembre 2014, quasiment au tout début de l'activité vidéo. C'est également, et je m'en rends compte seulement au montage, la seule vidéo en HD de tout le projet. Toutes les autres sont en 480p, celle-là est en 1080p. Dans le silence complet, la créature passe la tondeuse en ayant l'air complètement instable. Onze jours plus tard, Tom retrouve la tondeuse à gazon et n'arrivera pas à la soulever, comme si elle était bloquée au sol. Comme l'a été Madison plus tard. Visiblement, comme la revue de Lynx l'éludait, c'est peut-être pas si sûr de tondre le gazon avec quelqu'un qui a la maladie de Lynx. Oh my Puis enfin, God. il y a la vidéo X3. C'est la dernière vidéo qu'on va traiter. Et elle est aussi beaucoup plus longue. Je vais pas vous donner la date, je vais vous la révéler un peu plus tard. Parce que ça va vous donner un petit moment de confusion. Because so far, we have not been confused at all. In over 2 hours of video, none of us have been confused so far. C'est un plan sur Tom et Anne dans leur lit avant d'aller se coucher. Ils ont une discussion assez habituelle. Tom parle d'abord de sa peur que Jackson n'ait pas d'amis. Do you think Jackson has any friends? I think a couple. I mean, like, if their parents weren't bringing them over, do you think they would want to come over on their own? Anne lui demande s'il a sorti les poubelles. Il ne l'a pas fait. Il explique que c'est à cause des cerfs qu'il ne l'a pas fait et qu'il ira les mettre plus tard. If I set it up too early, the deer will get in it. Il finit par faire un petit monologue pas très intéressant. The deers do not go through your garbage. Bears do. The zoos. No, not deers. I know, I got them both here. D'un gros And raccoons, they get in the garbage. Deers don't mess with your garbage. silence. Anne finit par rompre le silence en disant qu'un personnage de son livre est mort. Character in my book died. Voilà, on recommence. All of her books, everybody, all the characters die. Tu vas pleurer maintenant? C'est la même chose. Which one? Et on a vu déjà. Arthur. Les réponses de Anne sont assez cheloues. How many is that? 12. 12. Are you okay? I just don't know. Tom finit par pitcher une idée étrange de livre et ça les fait rire. Toutes les discussions démarrent bizarrement et s'arrêtent très tôt. Après avoir mentionné Jackson, Tom se met à chanter le générique de Boomy the Cat. Boomy the cat, he's Boomy. He runs so fast, he looks so sweet. The sweetest, funniest cat I ever did meet. He's... Leur discussion continue et il n'y a pas grand chose de très intéressant. Tom initie toutes les discussions et Anne est distante à chaque fois. Il parle d'un groupe de musique qu'il a formé, d'Afrique de l'Ouest. Leur discussion fait très réelle parce qu'elle a aucune direction et dire juste deux personnes qui se parlent pas, quoi.
Et il est temps pour moi de vous dire le point qui va nous foutre bien dans la merde par la suite, pour toutes les théories qu'on va faire, toutes les analyses qui vont arriver. C'est la date de cette vidéo. Je vous ai menti tout à l'heure. C'est pas le dernier élément de la chronologie, le dernier log vidéo que je vous ai montré. Visiblement, c'est ça, le dernier élément de la chronologie. Cette vidéo est située le 3 novembre 2017. Le problème étant que This Earth Has People in It est un projet qui date du 15 mars 2016. Un an et demi avant. Oui. Il y a un problème. Sur ce, je vous laisse donc sur les tout derniers moments de la chronologie. Voici la vraie fin de This Earth Has People in It. It lost to time. Holy shit, I just got chills. Man, this is so crazy. This is the craziest shit I've ever seen in my life. Ok. Il est temps d'arrêter de faire semblant d'esquiver ce qui crève l'écran. Qui a bien pu créer ce projet? We, and it's incredibly well done. Really, incredibly well done. It really makes you think. Je pense que la plupart des gens ici sont déjà plutôt au courant de qui est Alan Resnick et Wham City Comedy. Alan Resnick, c'est à mes yeux un des artistes les plus fascinants actuellement vivants. C'est un type qui a pour spécialité la création de personnages irrationnels et l'écriture de dialogues bizarres d'une manière... That was amazing. I said to myself, this has to be on purpose. Has to be on purpose. For somebody to have such a weird creation. My God. This is like some Tarantino type movie shit. Like, that's what goes on in this guy's brain. Manière que seul lui sait faire. Il est devenu particulièrement connu avec Alan Tutorial, une chaîne YouTube dont je vous avais déjà parlé, qui avait commencé avec ce concept de tutoriel nul et incompréhensible d'un adulte agissant comme un enfant, se faisant lentement éjecter de chez lui et finissant dans un cauchemar rarement vu sur le web. La plupart des projets d'Alan Resnick sont des projets qu'il fait dans son coin. That project was just a way for me to, when I started it, I didn't have grand designs on where it would go or anything from the beginning. It was just a fun activity for me to do. I would make one every day, basically, and I wouldn't be so critical about it. I would just upload it. Mais il fait également beaucoup de projets avec des potes artistes tout aussi barrés que lui. Il a notamment rejoint le collectif Wham City. And there's Tom. Oh, okay. Very, wow. Autour de 2010, et il fera du stand-up bien chelou, bien surréaliste avec un humour qui marche plutôt bien sur moi, parce que j'aime bien les trucs un peu bizarres. Et dans ce collectif, il va faire une branche vidéo qui s'appelle AB Video Solutions. Tada, c'était dans les crédits un peu partout en fait depuis le début. Tada, voilà. Wow. Yes. Because seriously, I mean, the first thing that should have bothered everybody is why is there a camera literally in almost every single room in a house where you literally give away every second of your privacy by doing that? Even if you want to go in the kitchen and steal a cookie and scratch your balls, maybe, you don't want, why do you want that recorded? You know what I mean? So there's a purpose, there's a reason. And that's what made me think right from the beginning, as weird as this crazy shit was, why, you heard me, why are there cameras in every room? Why is that being recorded? Like, what? Obviously the person can't go through the floor. Like, it had to be like a film, a creator, an amazing mind to really confuse the shit out of us during the entire, I don't know, I'm going to call it a movie. It's like a movie. You could put this kind of, this is like a Blair's Witch Project type shit where
you could have made this a movie and people would have bought a ticket and talked about this for months if this was in the theater. I'm serious. Even with a narrator like Feldup, like he would be the narrator who explains, oh, well, let's try this code. Let's try this pass. Oh my God, we have all the logs now. Like, people would really be fascinated with this story even if it was in a movie theater. Et à partir de 2012, il va faire des tonnes de projets vidéo et multimédia avec ses potes Ben O'Brien, professeur de cinéma dans une école d'art du Maryland, artiste, acteur et producteur, Robbie Radcliffe. Son of a bitch. That was too good. Un artiste multimédia et acteur spécialisé dans des personnages à longues phrases bien incompréhensibles. Cricket Harrison, une actrice-réalisatrice dont je trouve le jeu d'acteur incroyable dans la mini-série The Mirror créée par le collectif. Et enfin, Dina Kelberman, une artiste fascinante qui se spécialise notamment dans la création de sites internet chelous et peu intuitifs qui ont pour objectif de te dérouter. Vous comprenez qu'avec cette troupe, on a tous les éléments de la réussite de This House Has People in It. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le collectif vidéo a créé plusieurs courts-métrages pour Adult Swim dans un premier temps. D'abord Live Forever As You Are Now with Alan Resnick, un infomercial assez connu. Commencement Speech, un monologue bien con de Robbie Radcliffe où t'as déjà toutes les bases du jeu d'acteur de Tom quand il est en crise. Et enfin la raison pour laquelle c'est important de parler de tout ça, Unedited Footage of a Bear. Un sujet dont j'avais déjà parlé. Et We saw this, I think. This House Has People in It a de nombreuses références à ce sujet. J'ai déjà fait tout un findings dessus et je vous invite vraiment à aller le voir. Sérieusement, arrêtez la vidéo et allez le voir s'il le faut, vous allez peut-être choper les petites références en question, que je vais quand même énumérer maintenant. Unedited Footage of a Bear est pareil une diffusion télévisuelle sous la forme d'un infomercial sur Adult Swim. La vidéo commençait avec une vidéo d'un ours coupée par une fausse pub YouTube pour un produit antihistaminique nommé le Claridril. Lentement, la pub s'arrêtait et laissait place à un court-métrage pharmaceutical drugs. Surréaliste, étrange, montrant les dangers des addictions et de la surmédicamentation. Alors pourquoi j'en parle? Car déjà, ça, on a vu ça, c'est une bouteille de Claridril. Ça, c'est une photo issue d'Unedited Footage of a Bear, mais aussi car il y avait un site internet lié à Claridril, qui était pour le coup vraiment flippant, où on pouvait se balader dans la maison du personnage principal, une mère de famille qui néglige ses enfants à cause de son addiction. Je sais que c'est tentant de se dire qu'il s'agit là de la maison de This House Has People in It, mais non, en réalité, après comparaison, ça ne marche pas du tout. Par contre, il y a dans cette maison des trucs très importants. D'abord dans le jardin, après avoir pris un cadeau à cet endroit, on peut mettre ce cadeau là et l'enterrer. Enterrer des objets dans le jardin, c'est un peu le hobby principal de Anne. Mais au-delà de ce petit truc anecdotique, on peut trouver ce genre de truc dans la maison. Également ce truc-là. Des gens qui traversent les murs. Dans l'univers d'un court-métrage de gens rongés par des maux causés par la peur de choper une maladie ou des symptômes. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui aient essayé de faire des liens entre les deux. Si certains ont essayé de lier This House Has People in It à Unedited Footage of a Bear, il semblerait plutôt que This House Has People in It soit plutôt l'accomplissement total de la vision de Alan Resnick, qui en est le réalisateur, et que les allusions à son travail dans This House soient plus de l'ordre du clin d'œil. Alors pourquoi on sait qu'il n'y a pas d'univers connecté entre les deux métrages ? C'est parce qu'il l'a dit en fait. Il y a 2 interviews hyper intéressantes qui ont été faites sur le site Vice et Observer. Dedans, on en apprend beaucoup plus sur la manière dont les artistes ont procédé. Ils ont mis des caméras de surveillance dans toutes les pièces de la maison et pour la plupart du tournage, ils laissaient les acteurs jouer en connaissance entière de leur rôle, tandis que Alan Resnick contrôlait les caméras à l'extérieur. We shot it cheaply on security cameras. We book this house and these actors for a week and have a very minimal crew and rig up the house with security cameras. And we would have these ARG ideas built in from the beginning, but we would also allow ourselves room to explore and play. Ce n'est pas vraiment de l'impro, juste une méthode pour qu'aucun acteur n'ait à se sentir une seule fois regardé par une équipe de tournage. T'as aussi plus d'informations sur le sens que pourrait avoir This House Has People in It, mais ils vont jamais trop en détail et de toute manière, je vais les mentionner un peu plus tard lorsque ça me paraîtra important. Mais avant de faire ça, je pense qu'il est important de préciser un truc. Il serait temps de mentionner tous les machins que personne n'a envie de mentionner parce que c'est important pour moi de vous expliquer que là, on va essayer d'expliquer un texte à trous sans savoir ce qu'il y a dans les trous. Et aussi, j'ai envie de parler de tous les trucs qui me rendent fou depuis plusieurs années et dont j'ai jamais pu parler et dont personne veut parler visiblement. Voilà, on va bien se marrer. D'abord, commençons avec le truc le plus light en termes de trucs pas expliqués. Parlons des sujets. On connaît les sujets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 27. Mais du coup, qui sont les sujets 7, 10, 11, 12, tout ça là? Pas la moindre idée.
Personne ne sait. On a des pistes pour certains, genre le sujet 10, il est présent de très nombreuses fois dans les logs écrits, c'est toujours présenté comme un gars adorable qui sert le dîner, réjouit la famille avec de superbes anecdotes, et qui se bat avec le mec déguisé en Boomy de Cat aussi. Aucune idée de pourquoi ce mec est si souvent là, et de pourquoi il parle autant avec la famille, peut-être que c'est un voisin, je sais pas. Le sujet 11 est présent une seule fois dans les logs, de même pour le sujet 12, qui lui par contre, la seule fois qu'on en parle, c'est lorsqu'il se cache. Donc aucune idée de ce que ça peut être, personne ne sait. Le truc, moi, qui me fait tiquer, c'est le sujet 7. Maybe it's the one that came out of the closet. J'ai l'impression que les numéros sont donnés dans l'ordre d'arrivée dans la maison. D'abord la petite famille, puis la grand-mère qui les rejoint, puis ils embauchent Dennis, puis Amber naît. Puis entre Dennis et la naissance du bébé, il y aurait eu le sujet 7, dont on parle jamais. Je pourrais aussi parler ici de la pièce X, la room X mentionnée plusieurs fois. Il semblerait que ce soit une pièce secrète. Ma théorie serait que ce serait la pièce qu'a trouvée Anne dans les sous-sols. The basement. There's that one room in the back. You know, I Right. never noticed that before. You've never been in there? I literally never even noticed that door before. Ou alors le garage. Mais en général, il semblerait que ce soit le lieu où on voit la créature apparaître dans les images subliminales de la vidéo originale. Donc tout ça, voilà, c'est des zones d'ombre, et on saura probablement jamais ce que ça veut dire. Maintenant, parlons des post-it roses. Je les ai occultés, tout le monde les occulte quand on parle de ce sujet-là, et j'ai l'impression que, de ce que j'ai vu, personne ne veut trop en parler. Il y a bien une communauté de gens sur Reddit et 4chan qui ont créé un document que j'ai utilisé notamment pour avoir une transcription des appels téléphoniques, et dedans, ils mentionnent tous une théorie. Chaque post-it contient deux informations. D'abord 00437, le nom d'utilisateur de la famille sur le site d'AB Surveillance, et un R suivi de 3 numéros. Et ça, c'est un format qu'on peut trouver sur plein de pilules américaines. R135, c'est des traitements pour l'acné, l'Accutane et le Zenatan. R372, c'est du traitement pour les troubles de l'érection, le sildenafil. R194, des antihistaminiques. R223, un antipsychotique. Almost like it's totally, it's almost like everything's reflecting about the bear video that we saw, the pharmaceutical, drugs that, for those it's okay to be addicted to, but illegal drugs on the street, that's bad. You don't want to get addicted to those. Those are bad. But the ones that the pharmaceutical government, medicines, those are cool. It's okay if you get addicted to those. That's okay. R189, un autre traitement contre l'acné. R204, un truc pour les congestions nasales. Et... ah oui, c'est vrai, on peut pas résoudre parce que c'est flou. En vrai, il y a beaucoup de gens qui pensent que derrière ces chiffres, si on arrivait à les décoder, on trouverait le grand mystère de This House as People in It. C'est ce que j'aime appeler le concept de la recherche de la théorie maître. Dans un ARG non résolu et sans activité, can't you contact the guy who made the project? It's driving you that crazy. You can't contact him and just say, listen, you got to explain those post-its, man. Come on. You have a whole fan club here waiting for the answers. C'est la croyance ferme de la part de la communauté la plus assidue qu'il existe encore un contenu non découvert qui peut être trouvé à l'aide de recherches intensives de tous les détails et les zones d'ombre de celui-ci. Une théorie maître n'est presque jamais réelle. Elle alimente l'imaginaire des gens à base de rêves que quelque chose de plus est caché dans une œuvre, et surtout ça part du principe qu'une œuvre a forcément une finalité où toutes les pièces d'un puzzle sont résolues. Et Dieu sait que des gens ont de quoi faire avec This House as People in It. Il y a des lettres, des indices, des codes, des détails, des trucs qui impliquent quelque chose de plus grand, des contradictions partout, strictement partout. C'est le bonheur de fans de théorie maître. Et en général, ces théories ont un hub central. C'est-à-dire que les efforts vont se concentrer sur un détail, un endroit où va se concentrer l'intégralité des départs de ces théories. C'est une étincelle qui indiquerait que quelque chose de plus est là. C'est 7 cartes dans GTA V, c'est 7 boîtes dans Five Nights at Freddy's, ce plan dans Petscop, et dans This House as People in It, c'est... Oh yeah, tornadoes. J'avais envie de parler de ça depuis un moment car personne mentionne ça et je pense que c'est à raison parce que voilà, là on est vraiment dans les trucs pas importants. Voilà, pas importants. En vrai, je sais pas s'il y a des gens qui en ont parlé sur YouTube, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même pas le sujet le plus anodin. Si vous vous souvenez, à un moment dans son épisode sur YouTube, le sculpteur il dit ça. A tornado, an upside down tornado. C'est une blague. C'est une blague, il arrive pas à prononcer tornado, il dit tornado et il fait une allusion à un front météorologique et du coup il invente un site pour essayer de trouver des informations, c'est juste une blague. Et je vous avais dit que ce site marchait pas, tornados.weatherfront.net. Sauf qu'en fait si, il a marché. Pendant une période, une minuscule période, il a marché ce site. Une période qui a duré seulement quelques dizaines d'heures, de ce que j'ai compris. Dizaines d'heures. Il n'existe à ce jour aucun enregistrement de ce site, mais on sait que lorsqu'on y arrivait, on avait en face de nous une boîte de texte nous demandant un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Et pendant un temps, on pouvait aussi accéder au site avec une IP précise. Quand les gens sur les threads 4chan originels ont trouvé ça, ils étaient un peu comme des oufs. Et beaucoup ont pensé que le grand secret de This House Has People in It, du coup, c'était de trouver le mot de passe et l'utilisateur. Les gens, ils ont cherché, ils ont créé le Google Doc de recherche et tout ça a avancé fort. Ils trouvaient les indices, les lettres éparpillées et soudain... I tell you, once people are interested, they don't stop. Le site a changé. Il n'y avait plus la boîte de mots de passe ni rien. Et le site ramenait automatiquement au Google Doc. Le Google Doc t'avait créé la communauté. Montrant donc que l'équipe d'Alan Resnick observait activement ce qui se passait sur 4chan à ce moment-là. Et on sait que ce site n'a pas été créé par un random. Il a été créé par Dina Kelberman, la meuf dans WAM City qui s'occupe de faire les sites internet. Et il y a des gens qui sont devenus ouf, qui se sont dit que s'ils arrivaient à re-accéder au site et qu'ils trouvaient le mot de passe, c'est bon, les réponses étaient avec eux. Mais non, ça n'a jamais été trouvé. Et ça ne sera probablement jamais trouvé, car ce n'est plus accessible. Mais pour certains, c'est toujours le truc qui pourrait tout expliquer. Mais d'ailleurs, tant qu'on parle de 4chan, il faut que je déblatère encore une fois sur un autre truc dont je suis visiblement le seul à être au courant et ça me rend complètement zinzin. Elle vient d'où? Cette image. Voilà. Je ne l'ai pas encore montrée dans la vidéo, mais cette image, elle traîne sur internet et je ne sais pas d'où elle vient. Je me souviens que dans la vidéo de Nightmind, celui-ci disait que c'était une vidéo issue du code source du jeu Flash de Boomy the Cat. Cette image avec la maison du jeu, Boomy en train de manger des ordures et la phrase « Vos ordures ne seront jamais à l'abri de Boomcat ». Moi j'ai vu cette info qui dit qu'il a trouvé ça donc dans les fichiers du jeu Flash et j'ai fait quoi? Vraiment? Parce que je pense qu'il s'est mépris. J'ai regardé l'intégralité de chaque virgule de ce putain de code source. J'ai retourné tous les éléments du code de jeu et j'ai pas trouvé. Je suis peut-être juste nul, mais j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai t'es pas nul du tout. Trouvé l'origine de l'image, je pense. Elle a été postée plusieurs fois dans des tonnes de threads sur 4chan qui parlaient de This House Has People in It, dont des threads qui n'ont pas été archivés. Et le truc de zinzin, c'est que le message était tout le temps le même. La photo et un lien vers une vidéo accompagnée de ce texte. J'ai posté une vidéo du jeu Boomy the Cat trouvée dans les archives, pour ceux qui ne peuvent pas aller sur le site eux-mêmes. Et ça mène à une vidéo par un gars appelé Drux maintenant, mais John Doe à l'époque. John Doe, c'est le nom que tu donnes aux personnes anonymes qui n'ont jamais été retrouvées. Et quand on va sur cette vidéo, qui est juste un enregistrement du jeu Flash, on tombe sur quoi en épinglé? Un commentaire de Robbie Radcliffe lui-même, l'acteur qui joue Tom. Est-ce que cette vidéo a été faite par le collectif? Est-ce que cette image et ces messages aussi? Tenez bon les gars. Est-ce que la recherche originale autour de This House Has People in It était... You should have printed your award in ASCII, like we saw in the other video. Part 1, I think. Supervisé par un des membres de WAM City Comedy. Or part 2. Est-ce qu'ils ont influencé les théories et guidé les gens? Mais du coup, cette image régulièrement partagée par les fans, son inclusion dans This House Has People in It, c'est soit un truc fait par les créateurs de This House Has People in It, soit c'est un hoax complet. Donc pourquoi elle a pris autant d'importance? Pourquoi il y a eu des fanarts et des... Pourquoi? Even Feldup's going crazy. He's going crazy. It's the craziest shit I've ever seen too, man. Je comprends. You become crazy. Tu deviens fou avec des vidéos comme ça. Because even though we know it was created now, right? It was all sketched. It was a beautiful sketch is what it was. Now you want to try to, you want to start picking apart the producer's brain on what he was thinking, what he was doing, what hints was he laying out for us? Because clearly c'est comme un jeu. It's a really good game that it's like, you know what this is? A real good game of Clue. Who did it? That kind of game. That's what this is in reality. Là, je vais juste peut-être un peu trop loin dans l'univers. Le problème de prendre ce sujet et d'essayer de le comprendre en entier, c'est que c'est pas entièrement faisable. J'ai l'impression d'essayer de fixer des pièces de puzzle qui sont pas faites les unes pour les autres. Y a-t-il un mystère plus large à résoudre? Voilà ma non-réponse. Il y a plusieurs mystères à explorer, mais il n'y a pas une question unique qui doit être répondue. Je sais que c'est une réponse nulle. Alan Resnick. Oh là là. Explanations. Explications of what? This House Has People in It est par nature incomplet. On voit une famille évoluer pendant des années et finalement à la fin on n'est pas certain de qui ils sont et de pourquoi ils font ce qu'ils font. Tout ça c'est dû au fait que la plupart des informations de This House Has People in It ne sont pas contenues dans ce qu'on peut voir. On ne voit que des scènes courtes et anecdotiques en réalité. Tout ce qu'on peut faire c'est imaginer ce qui se passe entre celles-ci.
Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas savoir. Le thème principal de cette histoire est plutôt clair. La plupart des gens s'accordent à dire que c'est la perception. C'est ce que dit Nightmind dans sa vidéo, c'est ce que disent la plupart des gens de la communauté. L'idée générale de comment ta perception change ce que tu vois et comment la perception des autres te change. Mais j'ai l'impression, après avoir lu quelques interviews, qu'un des sujets les plus importants traités par This Earth Has People in It, c'est le fait de grandir. Et comment grandir crée de la douleur, des inhibitions et plus généralement des refoulements. On utilise définitivement les maladies mentales, mais il est important pour nous tous que lorsque nous le faisons, cela ne vienne pas d'une perspective mesquine, de la maladie mentale et de l'horreur. En se focalisant seulement sur les parents de This Earth Has People in It pour l'instant, certaines des discussions qu'on avait eues au cours des premières étapes du script tournaient autour de la représentation de la vie adulte comme de la souffrance. Des rêves non réalisés peuvent nous transformer en quelqu'un comme le père, qui est faible, soucieux des détails de la pire des façons, théâtral et en fin de compte, inutile. La disparition du Adulthood is painful. rêve de la mère l'a rendue froide et indifférente, mais elle devient une personne d'action pragmatique. L'âge adulte est douloureux, mais il nous oblige à enfouir une grande partie de cette douleur, surtout dans le contexte familial. L'événement qui arrive dans le métrage, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui force les personnages adultes à devenir des personnifications exagérées, basées sur comment cette douleur les a changés. Robbie Radcliffe. Dans This Earth Has People in It, on observe deux adultes essayer de combler un vide en eux, incapables d'accepter ce qu'ils ont perdu en faisant leur choix de vie. Tom vit mal le fait de grandir, alors il se déguise en son fils, ce qui, on le réitère, est vraiment creepy, s'intéresse aux hobbies de son fils, mange très souvent des fast-foods ou d'autres nourritures, l'amenant à une gratification instantanée. Il cache ses hobbies et essaye tant bien que mal de mimer un intérêt pour le monde adulte, politique et économique, en apparaissant toujours comme quelqu'un de superficiellement intéressé. Anne est une personne stressée, qui essaye d'esquiver de l'inutilité de son mari en multipliant des sources d'inquiétude pour ne pas avoir à penser à elle-même. C'est une personne qui essaye d'esquiver à tout prix ses émotions, alors elle enterre littéralement ses ordures et ses affaires dans son jardin, la métaphore est pas mal quand même, pour esquiver. Elle n'arrive pas à accepter l'idée que ses problèmes viennent de l'intérieur, alors elle blâme quelque chose d'autre, et pour elle, ça passe par la maladie de Lynx. Et tout ce climat de déni, de frustration se répercute sur leur entourage. Les enfants sont négligés, Madison met plusieurs minutes à être remarquée lorsqu'elle est allongée sur le sol, Jackson n'a pas de drap durant l'intégralité de la timeline, et les lattes que Tom casse ne sont jamais réparées. Et enfin, Amber est ignorée profondément par la famille. Tom ne parle des enfants et ne s'inquiète pour ses enfants que lorsque ça a un lien direct avec lui-même. Le lendemain de l'anniversaire de Jackson, qui a tourné à la catastrophe, Tom exprime de l'inquiétude vis-à-vis de Jackson. Pas car celui-ci est seul, pas parce qu'il a perdu son anniversaire, non, parce que... Boomy. Il n'utilise la douleur de Jackson que comme un prétexte pour parler de son obsession avec un personnage de dessin animé pour enfants. Il est également très insistant à ce qu'il ait l'impression que ses enfants l'aiment, tout ça probablement pour combler une sorte de manque affectif finalement. Dans un mail qu'il envoie à Madison, on peut voir que sa signature est Love Dad, avec Dad écrit en majuscule. C'est en réponse à un précédent mail de Madison où elle l'appelait ici juste Tom. Autre truc particulier, cette photo dans la chambre de Jackson. Maintenant qu'on a vu tout le contenu lié à This Earth Has People in It, on n'a jamais vu cette femme. Donc il est plutôt facile de dire que cette femme est peut-être juste la mère biologique de Jackson. Et que si elle ne quitte jamais cette maison et ne va jamais voir sa mère, c'est qu'elle est très certainement morte. Eh bien, cette photo au-dessus du lit de Jackson est toujours présente, sauf dans un seul log vidéo. Celui où Tom se déguise en Jackson. Il a vu la photo et l'a enlevée. Je vous laisse chercher parmi les raisons affreuses de pourquoi il aurait fait ça, mais il n'y a rien de très positif quoi. De même, Anne est d'une sévérité particulièrement excessive avec Madison. Le ton est toujours hyper agressif et humiliant, que ce soit par mail où elle l'humilie et ramène tout à sa propre souffrance plutôt que d'essayer de comprendre, ou lorsqu'elle s'allonge sur le sol et qu'elle préfère l'humilier en la prenant en photo et en la menaçant. Elle finit par se réfugier dans des livres dont les personnages ont une importance émotionnelle pour elle disproportionnée. Elle n'a d'émotion dans cet univers presque uniquement lorsqu'il s'agit de personnages de son livre. Elle ne fait d'ailleurs probablement pas la différence entre réalité et fiction. Elle est profondément influençable et ça se transforme en une méfiance excessive et en une froideur au bord de l'abusif. Et on comprend bien que c'est des gens en souffrance, mais leur manière malsaine de refouler cette souffrance a des conséquences horribles sur leur entourage. Ainsi, Madison et Jackson refoulent leurs sentiments de plus en plus et finissent par cacher leurs secrets derrière leur lit. Tout comme Anne les enterre dans son jardin. On peut aussi voir cette série comme quelque chose d'assez satirique. Satirique sur le concept de la famille en Amérique et en général du mode de vie américain dans les banlieues qui est assez pitoyable. Inutile de vous rappeler les moments parce que vous les avez en tête. On nous montre quand même régulièrement toutes les manières selon lesquelles ce mode de vie est défectueux. C'est une famille aveuglement patriotique au point du débilitant qui idéalise le monde militaire comme on peut voir notamment dans cette image de tournage qui a été postée sur l'Instagram de Alan Resnick. On voit écrit ici guerre, 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 c'est presque du bourrage de crâne.
Ils sont remplis de valeurs agressives d'hypersécurité, se prenant des caméras de surveillance dont ils oublient l'existence assez vite, un mécanicien faisant des tonnes d'actions préventives au long terme pour faire tenir leur maison debout, ils mangent de la pizza tous les jours, l'exemple typique de la bouffe facile à avoir, malnutritive, facilement produisible en des quantités absurdes. Leur culture est basée sur des personnages marketables de masse et les discours de Tom sont des monologues vides, remplis de valeurs sans fond. C'est d'ailleurs assez drôle que ce soit celui qui soit le plus intéressé dans la politique, à ce qu'on peut voir sur le Run for Office qui est écrit sur le frigo, qui veut dire concrètement direction la Maison Blanche, parce que c'est largement le plus enfantin et le plus irrationnel de tous. La famille entière est lentement endoctrinée et se décompose ainsi au fur et à mesure. Mais quand on observe la famille, il est clair que ce n'est pas qu'une histoire de problèmes intérieurs ou culturels. Il y a quelque chose d'extérieur qui corrompt cette famille. C'est là qu'on va essayer de comprendre plusieurs choses qui se passent dans l'histoire. Something is, if we're just, okay, now that we know it's all acting and it's a film, you still can break down a film and try to understand what the core of the story meant and blah, blah, blah. So, yeah, for me, there's definitely something out there. Like I kept saying, they seem like they're possessed. Poltergeist type shit is going on in this house. And I believe there's something else is going on in this story. Et de faire sens de tout le paranormal qu'on peut voir régulièrement. D'abord, la question qui fâche, est-ce que la maladie de Lynx existe ? C'est une question compliquée. La vidéo et le contenu web associé font mention d'une maladie appelée Lynx. Est-ce que la maladie de Lynx est responsable de choses étranges qui arrivent à la famille ? Et comment ou non est-ce connecté à l'argile et au présentateur de The Sculptor's Playground ? Le présentateur de The Sculptor's Playground a eu un moment la maladie de Lynx, mais a réussi à la surmonter. Je ne peux pas dire précisément ce qu'il se passe dans la maison, mais une partie des membres de la famille sont très inquiétés par la maladie de Lynx. Alan Resnick. Quand on observe la famille en elle-même, c'est vrai qu'on observe plusieurs choses. On observe des gens irrationnels, agir de façon incohérente, on les voit avoir clairement des symptômes physiques, des raideurs de muscles, des sortes de phases psychotiques, ne pas voir des choses pourtant juste en face d'eux-mêmes, avoir tous individuellement les mêmes comportements anormaux, comme le toucher de visage ou cracher dans sa pizza. Partons du principe que la maladie de Lynx existe. Quels sont ces symptômes ? C'est une réponse qu'on n'a pas, car strictement toutes les personnes qu'on voit se disant atteintes de la maladie de Lynx ont fait de la maladie de Lynx le centre de leur vie, et donc pour eux, toute leur vie est un symptôme. Le point commun entre toutes les personnes qui ont la maladie de Lynx, c'est que la maladie prend énormément de place dans leurs inquiétudes et que celle-ci leur fait perdre pied avec la réalité, l'espace et le temps. La théorie principale autour de la maladie de Lynx, c'est qu'elle serait une maladie mémétique. C'est-à-dire que la peur d'attraper la maladie et la croyance que celle-ci existe finit par la faire exister. Et dans cet univers, dès qu'une croyance ou une... That's what they say. If you and I used to say this to my wife, who always saying, "Oh, I think I'm getting sick. Oh, je crois que je suis un peu chaud. Ah oui, no, I'm gonna get sick." And I used to always say, "Yeah, you're absolutely gonna get sick. Keep telling yourself you're gonna get sick, and I promise you're gonna get sick." Whereas me, I'm the opposite. I'm not sick. I don't give a shit. That's nothing. By tomorrow, I'll be gone. That's my attitude. And hers is, oh la la, I'm getting sick. Oh, I feel it. Something's coming. I said, yeah, you're definitely going to get sick with that attitude. So I believe that as well. I do believe that. If you can almost make yourself believe that you are sick and you're not sick at all. Peur est suffisamment forte, elle finit par exister. Dès lors que ces personnes croient que la maladie les a infectés ou qu'ils peuvent attraper la maladie, leur comportement devient irrationnel, déconstruit et incohérent, et ils finissent... Yes, y'all. This is the second one. Suffisamment forte, elle finit par exister. Dès lors que ces personnes croient que la maladie les a infectés ou qu'ils peuvent attraper la maladie, I completely believe it. Leur comportement devient irrationnel, déconstruit et incohérent, et ils finissent par manifester par eux-mêmes les symptômes de la maladie. Leur croyance en la maladie crée la maladie. She sometimes makes art about that. She is able to find really interesting subcultures of people who are just obsessed with the most specific thing. And I think that's a connection that we both have, is we both are obsessive about people who are obsessed with things. Et ça, je pense que c'est une part importante de la solution de This House Has People in It. C'est un univers où les obsessions des gens prennent réalité. Et c'est pour ça en fait qu'il y a un mec déguisé en Boomy the Cat. Je pense que cette personne qui a le visage de Tom est la manifestation de l'obsession de Tom. Madison passant à travers le sol est une manifestation de son impression d'être négligé par la famille. Dans This House Has People in It, on observe la réalité se plier à la santé mentale en déclin des gens. Alors que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Où ça se passe jusqu'à ce que Anne finisse par légitimement arriver à déplacer des objets par télékinésie à la fin.
J'aime bien la théorie de l'effet mémétique et j'aime également beaucoup la théorie qui dit que la présence abondante de l'argile est là pour faire allusion aux personnages. Littéralement, la personne qui les influence est un sculpteur. Quelqu'un qui va prendre un blob informe, mou, que l'on peut facilement modeler et qui va en faire ce qu'il veut. Et du coup, maintenant, vous pouvez enfin le remarquer, le sculpteur est joué par Alan Resnick, le créateur Son of a bitch, yes. Now, wow. Yeah, that's the freaking creator. Excellent. de This House Has People in It joue le sculpteur, l'artiste, qui influence négativement la famille. Les personnages sont influençables et modelables comme de l'argile, avec un esprit informe, déformable en n'importe quoi d'autre. Ces théories permettent même d'expliquer ce plan, où tous les invités de l'anniversaire de Jackson se retrouvent à traverser le sol, alors infectés par la même maladie qui ronge la famille. Et je me disais également ainsi que la créature sordide était la représentation parfaite de toutes les émotions négatives refoulées de la famille. La représentation de la maladie elle-même, vivant dans les murs de la maison et terrorisant visiblement la famille lorsqu'on peut la voir. Une personne informe, rappelant cette peur de grandir, cette apathie de Anne, cette incapacité à s'exprimer, cette négligence que vit Jackson avec les draps de lit qui l'entourent, qui vient attraper la famille au milieu de la nuit pour les détruire psychologiquement et affectant l'environnement. Cette théorie ferait de This House Has People in It une critique véhémente du charlatanisme et de toute forme de pensée irrationnelle et de leur danger sur l'environnement, montrant que ces croyances ont un véritable impact sur des familles entières qui, par mimétisme, transmettent des croyances qui font la source de leur douleur. And there was a flashlight too. You see that? For some reason, there's a flashlight being shot here. Sur des familles entières qui, par mimétisme, transmettent des croyances qui font la source de leur douleur. La fille biologique de Anne et Tom se touche ainsi le visage, signe universel de cette manipulation et distorsion de la réalité dans l'univers, et ce, avant même ses premiers pas. Les croyances néfastes se propagent dans la famille. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Dans ces théories, on essaye souvent d'expliquer This House Has People in It comme une œuvre d'art, en essayant de comprendre ce que le projet veut dire. C'est valide. This House Has People in It est une œuvre d'art. Ça mérite d'être traité ainsi. Je trouve d'ailleurs personnellement que c'est un chef-d'œuvre. Je sais pas si vous avez compris, mais si je fais une vidéo aussi longue sur le sujet, c'est que c'est probablement un truc qui est resté dans ma tête pendant des années et c'est pas pour rien. Mais j'ai pas trop envie d'aller trop dans le thématique. Je trouve ces thèmes évidents. Moi, j'ai envie de me poser et de parler de cet univers et de concrètement, qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison ? Car alors que j'écrivais des théories que j'ai supprimées environ 16 fois, car vous imaginez pas comment c'est difficile. Personne peut dire qu'est-ce que ça passe. Qu'est-ce que ça passe dans cette maison? Craziness. That's what. Absolute lunacy. De trouver des explications à ce merdier. J'ai vu un détail qui m'en a rappelé d'autres. Dans la dernière vidéo cachée, la dernière vidéo de la timeline, c'est quoi ces lumières? I saw it. Flashlight. Somebody's. Elles viennent de derrière? Oui. Il y a des gens qui sont clairement là derrière, non? Oui. Avec des lampes torches, genre une intervention. C'est les enfants? Mais non, c'est pas les enfants. Et quand je me suis posé cette question, alors que je me disais que c'était probablement un effet de style, je me suis rappelé de ça. C'est qui les mecs qui tabassent Dennis là? C'est qui ces gens déjà? On peut se dire que c'est juste une agression aléatoire. Enfin, déjà, cette phrase, elle est lunaire, mais quand le deuxième mec arrive, il a l'air quand même de savoir sacrément ce qui se passe. Et ce fondu là, vous vous souvenez du fondu? Le fondu qui semble censurer ce qu'on voit par la suite dans des glitches. C'est comme la preuve que les fichiers sont altérés. Alors, qui contrôle manuellement les caméras? Parce que c'est du contrôle manuel ce qu'on voit la plupart du temps. C'est beaucoup trop hésitant. Est-ce que la famille est contrôlée? Est-ce que la famille est stalkée? J'avais déjà fait une allusion à ça plus tôt. L'idée qu'on était en train de regarder une expérience scientifique. Et la I mean, if they had no idea, if they're not supposed to know that there was cameras in the house, because again, this is a production of film, they're not supposed to know. I mean, it makes no sense for them to know the cameras are in the house, except for, if you remember, in, was it part 2? There's a moment where he looks directly at the camera. Directly at it. So Tom knew, at least in that one instance, I believe it was in the living room. He looked right at the camera. So who the hell knows? La théorie d'une expérience est plutôt intéressante. À chaque fois qu'on voit les personnages agir de façon complètement étrange, ce serait donc des glitches dans l'expérience. Et peut-être que la maladie de Lynx est une façade, quelque chose qui permet de justifier aux personnages toutes les choses légitimement incompréhensibles qui se passent autour d'eux. La bouffe. Quand vous observez attentivement la bouffe que les personnages mangent, tout a l'air faux, comme si c'était en réalité de la pâte à modeler, de l'argile. Et les pizzas, toujours les mêmes boîtes à chaque fois. Seule source de nourriture. Quand on voit Anne dans la cuisine très tôt le matin jeter la garniture de la pizza et la jeter, est-ce qu'elle se doute de quelque chose?
Est-ce qu'elle pense être manipulée? À chaque vidéo qui démarre, on dirait que la famille a été reset, qu'on les a fait oublier les événements passés. Ils oublient systématiquement l'étrange autour d'eux, ou alors ils l'ignorent. Est-ce qu'on leur enlève la mémoire de la même manière qu'on That shit was crazy. le fait avec Dennis, c'est-à-dire par la force? Est-ce qu'ils sont étudiés comme d'autres personnages du voisinage, infectés dès lors qu'ils s'approchent de la maison? C'est à ce moment de frustration dans le script que je me suis rendu compte que c'était plus des tentatives d'explication ce que je faisais. Non, c'était juste une série de questions. Et je pourrais aller plus en détail et continuer de faire ça en parlant de trucs que j'ai pas vraiment traités, genre l'obsession de la famille avec les chiens, des miniatures de chiens partout, là et là. Ça en fait même l'étoile de leur sapin. Est-ce que c'est parce que les chiens sont loyaux d'une manière quasiment aveugle, sans jamais remettre en question le monde autour d'eux? Et d'ailleurs, ce sapin, c'est quoi ce délire autour? Pourquoi le fait de couper des arbres est tellement mentionné dans les logs? J'en ai pas parlé, hein, mais c'est tellement mentionné plusieurs fois et c'est toujours Anne. Pourquoi le temps est décalé tout le temps? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la timeline? Doit-on reconstruire une timeline complète? Pourquoi le dernier événement arrive dans le futur Il a beaucoup de questions. comparé au moment où le site est sorti? Pourquoi est-ce que la grand-mère a essayé de draguer Dennis avec des sculptures en argile, comme le disent ce mail, ce log et cette vidéo que je vous avais pas montré? Pourquoi, si la maladie de Lynx n'existe pas, Dennis a bien une infection à l'oreille forte? Elle aime son cul. Non, elle aime le cul de ce jeune homme. It sounds like he's got a little ear infection or something. Oh, An ear infection. Yeah, I told him that he's got to go get antibiotics, but he just He's no. gonna give this infection to the kids. C'est quand même le premier symptôme que le sculpteur cite. Et d'ailleurs, le sculpteur, est-ce qu'il est derrière la Lynx Review? En fait, on s'est jamais posé la question. Et pourquoi ces post-it? Qu'est-ce qu'ils veulent dire finalement? Est-ce que ces photos ont été prises après coup par des policiers? Est-ce qu'un drame s'est passé? C'est quoi le délire avec l'Afrique du Sud? Est-ce que Tom veut vraiment y aller pour de l'argile? Je n'ai trouvé qu'une seule explication phénoménale à ces questions. Et c'est une théorie que je trouve fabuleuse. Mais avant ça, j'ai sorti un album. Ça fait 5 heures I released an album. que je tourne. Je sais que la vidéo va être longue SVP. J'ai beaucoup travaillé dessus. Est-ce que vous voulez bien écouter le projet? I think he's burnt out at this point, huh? I've never seen Feld Up like this. He's like burnt out. Le plus important de ma vie. Voilà. Je fais aussi une tournée. Ah, ça fait du bien. Bon, cette théorie qui explique tout. Holy shit. Elle est frustrante. Elle est incroyable. Elle est incroyable, it really is. Pas de moi. Elle provient de l'utilisateur Alex Reinhardt sur Reddit. Et c'est frustrant à quel point elle fonctionne bien sur tous les points et ça tient en 4 mots. 4. Ce sont des Sims. Des Sims. Ces personnages sont des Sims et on est en train de voir l'idée hilarante et effrayante d'un That's some messed up shit. Because you know what? Oh. They could pass for Sims 100%. You would ignore what's going on around you. You're only dedicated to the person you're talking to. Your conversations never make sense. They always go in a direction where you're like, what? That's not what I asked. What the hell? Why are we talking about cereal all of a sudden? You know, just craziness like that. People walking by each other, completely ignoring. If you don't actually stop to talk, you don't even care that they exist. Holy shit. They could absolutely be Sims. À quoi ressembleraient des interactions et des fonctionnements de Sims s'ils étaient retranscrits en réalité. Le thread d'Alex Reinhardt est incroyable car tout est génial. Madison Oh my qui god. I gotta... était retranscrit en réalité. Le thread d'Alex Oh my god. Reinhardt est incroyable car tout est génial. Madison qui traverse le sol, c'est un glitch. Ses comportements de Tom, c'est des glitches aussi. Boomy the Cat, c'est une parodie de Sonic facile sans copyright avec un mini-jeu intégré. C'est un easter egg. Les conversations sont du Simlish, elles ne font pas sens et ne peuvent se baser que sur des idées simples et difficilement interconnectables. Le temps est ultra abstrait, les personnages ne se rendent pas vraiment compte du matin ou du soir car ils ne ressentent pas vraiment la fatigue. Tom, ton ragdoll est en train de bugger. Tom, c'est encore en train de bugger.
Ça, c'est une typose. Les personnages ne voient pas à travers les fenêtres car ils ne sont pas programmés pour. Ils ne mangent qu'une seule chose lorsqu'ils commandent car le jeu n'a pas programmé d'autres fast-food que la très facile pizza. Le bébé se transforme en poupée dans ce plan parce qu'il y a un bug d'animation et il reste figé. Ou alors c'est un modèle en basse résolution comme disait Alex Reinhardt. Ça, c'est un reset du jeu. La mémoire qui se reset, c'est un reset du jeu ou un debug. Les personnages n'ont presque jamais d'autres vêtements car ils sont des costumes prédéfinis. Ces gens sont contrôlés par des joueurs et font des actions cheloues pour ces mêmes raisons. Leurs fascinations sont ultra précises et n'ont généralement qu'une seule chose qui les fascine. People are, you know, the human race, I usually say, is more or less a disaster because of the way the world is today. But I also have to give humans credits. When credit is due, I give credit. You know, with engineers, with architects, you know, sometimes you're just like, holy shit, that's man-made. That's unbelievable. Well, in terms of the function of the brain, the cerveau, you have to give credit where credit's due. For someone to break this shit down and realize it could absolutely just be a game of Sims. You know how much thought has to go into your brain to come up with that? That's the last thing that was on my mind until he just said it, and then it all clicked and made sense. Somebody thought of that shit on their own, broke it down, and said, damn, this is like the game of Sims. They act the same way. Wow. La série montre l'horreur de la vie d'un Sims en réalité et montre Oh yeah, the game of Sims sucks. I would. Could you imagine a life like The Sims? l'enfer existentiel d'être contrôlé mais de ne pas le savoir et d'être complètement victime. Et du coup, toutes les références à la vie américaine et au modèle de la famille, ça permet de faire le lien entre les deux. Ça permet de faire le link entre la condition d'être un Sims, un bête personnage limité contrôlé par des forces plus hautes qui les observent avec amusement, et la vie typique américaine. Et ainsi, la boucle est bouclée. I'm gonna go back to this typical life, this typical American life. Hope I don't forget. Quasiment. C'est quoi la maladie de Lynx dans ce cas-là? Sincèrement, c'est quoi la maladie de Lynx? Comment ça rentre dedans? Exactly. Where does Lynx fit in? Dans son thread, Alex dit notamment que Tom qui met le t-shirt de Jackson le fait agir comme Jackson, car il a mis son costume et que le programme le fait agir ainsi. Mais dans ce cas-là, pourquoi il a peur d'être trouvé? Honey? Pourquoi plein de trucs marchent un peu, mais il n'y a rien qui marche entièrement? Peut-être parce qu'il nous manque quelque chose. Avant de continuer cette vidéo, il faut que je vous raconte un petit truc. Mais là, ça va devenir méta et la vidéo, de toute façon, elle n'a plus vraiment de forme. Et je vous promets que c'est intéressant. J'avais 13 ans. On était fin juillet, début août 2015 et j'étais le plus grand fan de Marble Hornets. Vous allez voir assez vite où je veux en venir. Marble Hornets, c'est une web-série de vidéos commencée le 20 juin 2009 par Troy Wagner et Joseph Delage, puis plus tard Tim Sutton. Ces gens ont vu les premiers montages photos de la creepypasta qui deviendra plus tard le premier mythe d'internet, c'est-à-dire Slenderman, et ont compris le potentiel de la créature, et en moins de 10 jours, ils ont commencé ma série préférée. Pendant 5 ans, Marble Hornets a créé l'ARG le plus mémorable d'internet à mes yeux. Une série à l'histoire incroyable, mais mystérieuse, aux réponses encore aujourd'hui floues. Quand j'avais trouvé Marble Hornets en 2013, je n'arrivais pas à comprendre la série. À l'époque, l'épisode 72 était sorti depuis quelques temps, j'ai regardé des endroits aléatoires, j'ai magiquement réussi à ne pas voir la moindre image qui pouvait me fasciner, et j'ai mis ça de côté. Plus tard en 2014, peu avant l'été, j'ai trouvé une chaîne du nom de Marble Hornets FR par le biais d'un forum. On était le 23 juin 2014, j'avais 12 ans, et j'ai regardé toute la première saison de Marble Hornets en 2 soirées, et c'était une des expériences les plus phénoménales que j'avais jamais eues de ma vie. Ça a cassé mon cerveau. C'était l'intrigue d'horreur la plus fascinante que j'avais vue, avec la peur la plus efficace que j'avais jamais vécue. J'ai été absorbé notamment par quelques détails forts. D'abord, l'histoire était présentée comme réelle et le fait que j'avais trouvé ça sur YouTube a créé instantanément une aura de crédibilité dans tout ça. Ensuite, le personnage principal, Jay, avait un compte Twitter rempli de centaines de tweets. Ensuite, une autre chaîne répondait aux vidéos régulièrement avec une esthétique étrange et profondément stressante, la chaîne To The Ark. Et cette idée qu'une web-série puisse se décliner sur une autre chaîne mystérieuse tout aussi importante, appartenant à d'autres personnages, ça m'a fasciné. Instantanément, je me suis engouffré dans les mystères de la série, et j'ai littéralement appris ce qu'il me manquait d'anglais à 12 ans pour pouvoir continuer la série. Et quand je faisais des recherches en essayant de pas me faire spoiler, j'arrivais toujours sur cette image avec écrit « Everything is fine ».
Tout le monde parlait de ce texte dans la série. Je me demandais ce que ça pouvait dire. Et j'ai compris à un moment que c'était, et c'est pas vraiment un spoil car ça ne veut rien dire isolé, les derniers mots écrits dans la série. Les derniers mots du dernier épisode du coup. L'entry 87. Posté le 20 juin 2014. 3 jours avant que je découvre vraiment la série. Je n'ai donc jamais pu participer activement à la RG Marble Hornets. Ça m'a pas empêché de me fasciner donc au sujet de Marble Hornets pendant plusieurs années, faisant mes propres séries inspirées, comme tant d'autres de ce qu'on avait appelé le Slenderverse avait fait avant. Copiant carrément des épisodes entiers tant cette série était ma bible. J'étais complètement fanat de la série. À Noël en 2014 ou en 2015, j'ai eu les DVD de Marble Hornets que j'ai encore aujourd'hui, signés par les créateurs, et je les ai regardés tellement de fois. Je me souviens aussi qu'à l'époque, j'avais acheté le t-shirt officiel de la boutique de Marble Hornets. J'étais complètement ouf, je voulais absolument l'avoir, je le trouvais trop cool. Je l'ai attendu pendant des jours et quand je l'ai reçu dans la boîte aux lettres, j'ai pris ses photos, puis après, j'ai pas cessé de le porter pendant des années. Aujourd'hui, il me va plus, hein, voilà. Look at him, man. He's just a little kid. Et du coup, j'avais 13 ans. On était fin juillet. 13 ans, il a commencé. Quoi? Début août 2015. It looked like he was putting a camera on him. So he's been doing social media for a long time, as my guess. Et j'étais le plus grand fan de Marble Hornets. Et j'étais à la recherche, tous les jours, de nouvelles vidéos théories sur la série. Et il n'y en avait presque aucune. C'était une autre époque de YouTube. Aujourd'hui, c'est très répandu, les vidéos, théories, machin, etc. À l'époque, un peu, mais pas vraiment. Et au milieu d'une de mes recherches, je tombe sur une vidéo qui a à peine quelques jours d'existence. C'est une vidéo qui a à peine plus de 100 ou 200 vues dans mes souvenirs. Elle s'intitule Marble Hornets Explained Season 1 et elle dure 56 minutes. À l'époque sur YouTube, des contenus de plus de 15 minutes, c'est rare. Une vidéo aussi longue, pour moi, c'était un bait. Personne ne fait des vidéos comme ça, ou alors c'est quelqu'un qui va déblatérer n'importe quoi pendant des dizaines de minutes. Puis je regarde, et c'est très bien monté. Et ça me fait voir la série d'une manière que j'avais jamais vue. Cette vidéo, elle m'a coupé le souffle. J'étais en vacances à l'époque, en train de chercher la moindre information sur la potentielle suite de Marble Hornets qui finalement sera annulée. Je me souviens que j'avais négocié avec un mec d'un restaurant d'une plage pour qu'il me donne accès au wifi du restaurant. Et j'étais dans le sable à 16h tapante en train de regarder la vidéo en approchant les haut-parleurs de ma tête pour que je puisse voir et entendre la vidéo. Le lendemain, je suis revenu sur la plage et je l'ai re-regardée encore et encore. Cette vidéo d'explication, je la trouvais incroyable. Le lendemain ou le surlendemain, c'était pareil. La vidéo, elle était bien, elle était intéressante, elle était hyper bien montée. Les arguments étaient hyper convaincants. Je re-regardais la série encore et encore, complètement fasciné par tout ça. Puis l'explication de la saison 2 est sortie hyper vite après. Et pareil, on s'en fout. Je l'ai regardé fasciné encore et encore. J'étais en train de redécouvrir la série que j'aimais le plus et je découvrais ce petit youtubeur qui gagnait des dizaines d'abonnés par jour parce que son contenu était bon, qui avait une voix hyper radiophonique. J'étais en train de devenir fan de ce mec aussi en fait. Ce mec, c'était Nick Nocturne. Et le nom de sa chaîne, c'est Nightmind. Ok, vous commencez à comprendre. Mais ça va devenir méta. Je me souviens que j'ai attendu les vidéos sur Marble Hornets The Nightmind pendant des jours. Et j'ai commencé à mettre des commentaires alors que j'étais impatient d'avoir la suite le 7 août 2015. Vous allez me pardonner tout de suite le côté nul à chier de ces phrases, hein, j'avais 13 ans s'il vous plaît. Mais matez-moi cette discussion. Cette vidéo était formidable. Je suis un fan français de Marble Hornets. Et maintenant je pense être fan de ton travail. 2.3. C'est fantastique de l'entendre. Merci pour votre soutien et bienvenue sur Nightmind. Ça te vraiment prendre une semaine de faire cette vidéo ? Il y a une faute de conjugaison, Félix. Car si tu peux faire des vidéos aussi vite, je pense que tu peux faire Avatar en 3 mois. X parenthèse. L'ensemble du processus peut prendre une semaine de travail et de repos. Mais il faut rester concentré, se discipliner pour... Oh, wow, the guy... Okay, he actually answered. Accomplir son objectif. J'aime vraiment ce que je fais. Plus j'ai le temps pour travailler sur quelque chose, mieux je me sens, car cela signifie que je peux faire plus d'efforts. Et ça, c'était pour lui demander si je pouvais traduire ses vidéos en français et les poster sur ma chaîne pour faire découvrir à tout le monde son travail et Marble Hornets. J'avais vraiment commencé et je n'ai jamais fini par le faire. Mais je me souviens qu'à l'époque, Nick, ça lui avait retourné le cerveau. Excellent. Je suis toujours sidéré que tu fasses ça et je te remercie de ne serait-ce qu'essayer de le faire. Il était trop content et dans sa vidéo de remerciement à ses 1600 abonnés, je me souviens qu'il avait fait un gâteau. C'est déjà adorable, mais aussi il avait dit ça. Feld Up Horror actually came in a while back too. Feld Up offered to take the videos and make French versions of them for the non-English speaking audience in France. How amazing is that? That somebody would actually come and see your work and be so impressed by it that they would be willing to make a Okay. Done with that. I can't believe that's him. Accomplir son objectif. J'aime vraiment ce que je fais. Plus j'ai le temps pour travailler sur quelque chose, mieux je me sens, car cela signifie que je peux faire plus d'efforts. Et ça, c'était pour lui demander si je pouvais traduire ses vidéos en français et les poster sur ma chaîne pour faire découvrir à tout le monde son travail et Marble Hornets. J'avais vraiment commencé et je ne l'ai jamais fini par le faire. Mais je me souviens qu'à l'époque, Nick, ça lui avait retourné le cerveau.
He got into the guitar early too. Now we know why he's in a band and plays guitar. Car au fur et à mesure du temps, Nick a continué ses vidéos et j'ai découvert le terme ARG grâce à lui. Et il s'est penché sur d'autres histoires d'internet étranges. Et la première qu'il va faire, c'est sur Alan Tutorial. Je connaissais déjà Alan Tutorial de loin. Je connaissais la vidéo avec la chaise bleue et j'avais vu les dernières vidéos de la chaîne qui, à l'époque, m'avaient déjà énormément marqué et qui m'avaient vraiment terrorisé. Puis j'ai regardé l'explication de Nightmind et il m'a fait découvrir cet ARG incroyable et surtout c'était la première fois que j'entendais le nom de Alan Resnick. Et ça aussi, c'était une énorme découverte. Et découvrir le sens derrière Alan Tutorial m'a complètement retourné le cerveau. Et je suis devenu un fan d'Alan Resnick instantanément. I have to shout out this guy Nightmind. I think he's the most popular one that have made these videos breaking down your. I mean, this guy's making damn near James Cameron feature films on your movies. Yeah. I mean, longer than the content that we make is his explanation. Et très vite après, il a enchaîné avec Unedited Footage of a Bear. Puis le temps est passé. Quelques mois en réalité. Wow. Et un jour, je reçois une annonce par notification YouTube. Alan Resnick est de retour. Nouvelle série sur Adult Swim. 14 au 17 mars. 4h du matin. Ce que je vous ai à moitié caché, c'est qu'en réalité, This House Has People in It, ou du moins sa diffusion à la télévision, n'a jamais été vraiment une surprise pour beaucoup de gens en fait. Parce que ça avait déjà été teasé sur la chaîne d'Alan Resnick et sur plusieurs autres articles quelques temps avant. Et donc, avant même la sortie de This House Has People in It, j'étais au courant de quand il allait arriver. Je me souviens que grâce à la vidéo de Nick, j'ai attendu le 14 mars comme un débile la sortie de This House Has People in It. Et quand c'est sorti, j'ai pu pour la première fois faire une enquête d'un ARG avant même que celui-ci ait tout son contenu découvert. This House Has People in It, c'est le premier ARG que j'ai fait en temps réel. C'est pour ça que je l'ai gardé pour le Finding 100. Il est hyper important pour moi ce machin. J'ai passé plusieurs heures et légitimement une des meilleures soirées de ma vie à essayer de comprendre tout à propos de This House Has People in It. J'ai fait mes propres théories, confrontées avec celles des autres joueurs et c'était incroyable. Cette soirée d'enquête m'a donné envie de créer Findings. C'est This House Has People in It qui m'a donné envie de créer Findings et l'inspiration numéro 1 des premiers épisodes de Findings, c'est une évidence que c'est Nightmind. Pour ça qu'ils sont aussi différents qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas la plus grosse influence, je les répète par réflexe, mais Nexpo, Scare Theater, Rainbot, Atrocity Guide, Nick Rowley ont aussi beaucoup impacté mon ton et ma manière de faire, et peut-être beaucoup plus directement et beaucoup plus fortement. Mais Nightmind, c'est l'étincelle, c'est l'influence numéro 1. C'est grâce à This House Has People in It, donc grâce à Alan Resnick, que je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Et cette vidéo théorique qu'il a fait, qui je trouve a de nombreux défauts et quelques jugements un peu hâtifs, est en perspective phénoménale, car 5.5 million views. Elle a été faite en 8 jours. 8 jours 1h40 de vidéo qui contient des théories aujourd'hui les plus influentes sur le sujet et qui, pour la plupart, sont quand même assez incroyables à trouver, a été fait en 8 jours. C'est normal qu'il y ait des trous et que ce soit pas parfait. Et on en arrive à la raison pour laquelle j'ai déblatéré ma vie. Pour aucune raison, voilà. C'est que sous la vidéo de Nightmind, on trouve un commentaire épinglé. Un simple message avec écrit « Trouve le R ». La chaîne qui a posté ce message, Find the R. Huh. c'est Alan Resnick. Oh boy. Comment ça le R? Et là, c'est évidemment une référence à l'affiche Happy Birthday, donc Happy Birthday mais sans le R. Donc, ok. Quoi? Comment ça en fait? Il nous manque des infos. On peut savoir qu'il ne reste pas du contenu caché sur This House Has People in It. En effet, sur 4chan, un mail de Alan Resnick se baladait régulièrement pour Don't go too crazy looking for it. rappeler aux gens que la communauté avait trouvé tous les contenus. Du coup, le R serait caché autre part, caché dans des codes de contenu qu'on avait déjà. C'est ce R-là ou c'est vrai qu'il y a des lettres partout, des indices, Il a des R partout. des codes, des chiffres. J'ai passé 7 ans. 7 ans à essayer de trouver le sens de cette phrase. C'est pas une blague. Je me suis donné pour cette vidéo un mois entier de recherche uniquement sur ce R. C'est vous dire, vous n'imaginerez pas toutes les combinaisons de lettres, de chiffres, toutes les réorganisations de données que j'ai fait pour finalement vous donner cette information. Je n'ai pas trouvé le R. Oh my God. Feldup must be losing his mind. You know there's a void in his soul right now because he can't find that fucking R. Je sais. Et je pense que ce message, comme vous vous en doutez, c'est un peu un troll. Sauf que non, c'est pas un troll, et en réalité, c'est un vrai indice. But if the question is the R that is missing on the happy birthday? That paper mache material, you know, a color that's whatever, maybe it's supposed to be yellow or white or who knows, red, blue. That's the R we're looking for? Because with the way this guy makes shit, the R could be
I mean, is he really saying there is the R to that birthday? You just have to find it? That's the question. Or is he just messing with our heads? Il n'y a pas de R à trouver, mais il y a quelque chose d'intéressant dans le fait qu'Alan Resnick nous demande de chercher... See, the R is in quotations. I think that means the R doesn't necessarily mean the R that you think you need to find. Le sens d'un détail minuscule qui aurait même pu être une simple faute d'orthographe. Oh là There là. are a couple things that are just like people put way too much meaning onto something that's not intentional. It's interesting that they were able to make these connections that weren't there, and that's just what's nice about looking at art is connections that you make. It's nice to have a combination of intentional and unintentional things, and you create an environment where you can watch the art and just Thrive. enjoy thinking about it, hopefully. See how everybody This Ars Aspipolinite est un thinks méta-commentaire about sur the les art. ARG et le besoin qu'on accorde au sens des choses en tant qu'internaute, analysant des œuvres de fiction. This Ars Aspipolinite est une œuvre incomplète par design, remplie de symboles répétés qui ont du sens pour les auteurs et les auteurs seulement, et que personne ne pourra comprendre. Okay, so we have to find the R to save Feldup's mind. We have to find the R and then send him the video of the R that we found. So Feldup can be like, oh, now I could die in peace. You know what I mean? Because you know he's going to go crazy if he can't find that R. Par exemple, le délire de Boomy the Cat, on trouve des photos et des vidéos de Robbie Radcliffe en costume de Boomy the Cat qui datent de bien avant la production de This Ars Aspipolinite. Wow. C'était déjà une blague au sein de Wham City Comedy. Je suis persuadé que chaque acteur de la série a une vision différente du sens de This Ars Aspipolinite et infuse une partie de ce qu'il aime dans la série et essaye de faire fonctionner tout ça dans un tout. Ça, c'est un détail qui avait été mentionné dans la vidéo de Nightmind, mais que du coup je vais remettre dans mon contexte à moi. Cet os occipital qui tourne sur le site du sculpteur, l'os qui soutient la partie du cerveau qui est liée au traitement de la vision et de la perception. Le terme warneming qui signifie observation. Tout est là pour vous rappeler que votre perception à vous-même de ce qui se passe dans This Ars Aspipolinite a plus d'importance que le reste. Je dis pas que tout est aléatoire et qu'on peut faire ce qu'on veut. Justement, tout a un sens pour des personnes différentes et vos interprétations et ce que vous tirez de This Ars Aspipolinite est aussi valide que la vision d'Alan Resnick sur le projet. Ce que vous retirez de l'œuvre est un reflet de vous et de ce qui vous touche dans l'œuvre. On essaye le plus fort possible d'être sûr que tout fonctionne ensemble, mais parfois il y a des petites erreurs et celles-ci finissent dans des théories. Et bien sûr, il y a des théories auxquelles on n'avait même pas pensé. Ce qui est génial souvent, ce sont des super idées. C'est ma partie préférée de tout ça. Kelberman. Le plus important est que les gens se sentent inclus dans tout ça. On voulait vraiment leur donner suffisamment d'éléments pour qu'ils se sentent aussi récompensés que nous. Il y a beaucoup de réponses qu'on pourrait donner et qui ruineraient l'aventure. Robbie Radcliffe. Il y a aussi un moment où Robbie Radcliffe mentionne des théories précises, complètement fasciné par le fait que la série soit autant interprétée. En réalité, je pense que beaucoup de détails ne sont pas faits pour être interprétés. Ils ne le seront jamais, ou alors ils le seront, mais par vous. Et ça aura tout autant de valeur. Je pense que This Ars Aspipolinite est comme une maison. Les murs sont déjà là et on ne peut pas forcément les bouger. Mais quand on y entre et qu'on y vit un peu, on en fait l'endroit qui nous correspond. This Ars Aspipolinite est le reflet de vous lorsque vous l'observez. Votre perception de This Ars Aspipolinite, c'est This Ars Aspipolinite. Ou du moins c'était. Great video, man. Great video. Disparaît. Si j'ai fait cette vidéo comme ça, dans cet ordre, et avec autant d'attention aux détails, c'est pour simuler au mieux le fait de découvrir This Ars Aspipolinite. Car aujourd'hui, vous ne pouvez plus vraiment le faire. Le site mène maintenant au site d'Adult Swim. This Ars Aspipolinite n'existe plus. Ah. En réalité, vous pouvez accéder au site dans des archives Wayback Machine, mais elles sont lentes. Assez décevantes et charger une vidéo est un cauchemar. Vous pouvez toujours néanmoins utiliser ce début d'URL, et à chaque fois que vous voulez regarder un log, vous mettez juste le numéro du log ici, et vous aurez un truc similaire à l'expérience du site. Mais ça correspond pas exactement. This Ars Aspipolinite, c'est fini. Des serveurs ne peuvent pas rester actifs pendant des années comme ça sans que ça s'arrête un jour en fait. Et c'est probablement dû au fait qu'en 2020, le groupe Wham City Comedy et donc AB Video Solutions a pris une pause à durée indéterminée. Probablement pour toujours, malgré l'amitié toujours persistante entre les membres. Ils sont passés à autre chose. Aujourd'hui, Alan Resnick quitte un peu l'horreur et aime l'idée de créer des courts-métrages surréalistes chelous avec des dialogues bien dans son style, c'est-à-dire incompréhensibles, et qui te font rire nerveusement avec quand même des éléments de malaise horrifique de temps à autre. Aujourd'hui, Robbie Radcliffe fait plein de petits projets ici et là. Il avait participé avec Wham City à des concepts d'émissions au scénario improvisé qui pouvaient être manipulés en live par les spectateurs, The Cry of Man et The Call of War. Aujourd'hui, il a un projet de livestream où parfois Alan vient. C'est une sorte de show sur les jeux vidéo présenté par un personnage complètement zinzin. C'est comme voir Tom sous Coke présenter un livestream qui n'a pas de sens. C'est assez... Is that really his room? What the hell? What's going on in his room over here? It's got... génial. Ben O'Brien continue
Seems like he's got about $3 in his pocket. What is that, mold? Shit, I hope not. Is this black paint, unfinished? Holes and plaster falling off the walls? Very interesting. You know, this is all done on purpose, too. So while you're watching this guy, you're like, what does that mean? What is that? Why is there a garbage bag that looks like there's a body in it? Why is that? You know, the guy's constantly making you want to think and understand, like Feldup said, things that you probably can't understand. Zinzin, c'est comme voir Tom sous coke présenter un live stream qui n'a pas de sens, c'est assez génial. Ben O'Brien continue à faire de l'art et il accompagne des gens pour réaliser leurs projets artistiques. Naomi Klein, l'actrice de Anne, a continué un peu de faire de l'acting et surtout du théâtre à Baltimore. Tous les gens impliqués dans cette œuvre continuent de faire des choses. Mais l'œuvre, elle a disparu. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe avec Internet tout entier. Et j'ai pas voulu en parler dans les vidéos Lost Media parce que c'est arrivé un peu tard. Mais pareil, les comptes Google sont en train de disparaître lentement s'ils sont inactifs. Des sites Internet commencent à disparaître au profit de juste un monopole de gros sites gigantesques. La culture du web et pas la culture d'Internet est en train de disparaître. Tout est en train de disparaître et il y a encore des gens qui résistent à ça, qui essayent de créer des choses, mais finalement, c'est en train de partir. Et moi, j'ai peur que une partie de ce qui a fait moi et ce qui a fait la personne que je suis et qui fait qu'aujourd'hui je peux vous parler de tout ça et que je peux vous parler de ce genre de machin, j'ai peur que ce genre de choses disparaissent. Je crois pas encore. Pas encore. But I do think YouTube will be taken over at some point by another platform. That I do believe. I don't think 10 years from now, YouTube will still be the #1 platform because there's just too many. It's very annoying to many people. Very difficult. Too many rules, too many regulations, too many policies, and people are going to get tired of it. And sooner or later, as you already know, there's other platforms where it's true free speech. It is true 100% free speech. The right to post, the right to react to a video or create something without any issues, without any problems. And it's just that it's going to take time because YouTube is a monster. I mean, they're the biggest platform by far. But I think 10 years from now, I don't think, no. There's going to be a new boss, I think. But who knows? I might be completely wrong. It doesn't matter. But I don't think, social media, people making videos, people talking, speaking, content creators. I think all that's it's not going to go away. Salut. Est-ce que vous allez bien? Mais vraiment bien. Elon Musk répond plus à vos messages. Vous scrollez TikTok éternellement à la recherche de la moindre raison pour laquelle vous êtes une énorme merde. On a tous été là. Surtout vous, il vous manque. Ça va. Ça va. I tell you, this is a part of Feldup I never knew existed. C'est une drogue. C'est ce que j'aurais dit si c'était une drogue. Pour des raisons que j'ignore moi-même, il est parfaitement légal de vous donner cet additif qui vous rendra heureux. À l'aide d'une pointe de bonheur, de plantes et d'herbes et d'énormément d'alcool, vous pouvez enfin être heureux. Alors combien va vous coûter votre abonnement de Ça va? Pas 1000 € par mois, pas 500 € par mois, 1500 € par mois. J'ai retrouvé l'énergie de faire du bateau. Je peux enfin baiser ma femme. Je suis content. Avec Ça va, vous allez enfin pouvoir reprendre votre confiance en vous, devenir des vrais... Uh-oh. Oh shit, we're back to the Ren video. Back to the Ren video. Yep. See? He can make weird shit too. And then you're like, what happened? What is this place? Start looking for hints. Why is there blue? Why is this blue over here and everything else is orange? Oh la la. See, this is how you get started. This is like the movie Saw, that kind of setting.
just fall into traps. Very cool. C'est un peu cucu de fêter des chiffres en faisant des discours un peu mélodramatiques, mais bon, on peut pas y échapper, c'est le 100e épisode. Au cours de ces 100 épisodes de Findings, j'ai jamais cessé de dire une chose, et ce peu importe le ton changeant de l'émission. Créer des trucs, c'est quand même très sympa. Je réalise au fur et à mesure du temps que c'est grâce à des gens qui un jour se sont dit je vais faire quelque chose et partager ça sur internet que je peux aujourd'hui en faire le centre de ma vie. Je me revois il y a 7 ans disséquer This House as People in It pendant des heures et essayer de comprendre son sens, mais maintenant que j'ai passé plusieurs mois dans cette maison, je vois autre chose. Quand je fais des appels à la création sur cette chaîne, c'est souvent centré sur le développement de soi-même en tant que personne. It's like back rooms. You open a door and there's a brick wall. Mais en regardant les photos partagées Another door, this door leads to that door. Par les acteurs sur Instagram avant la sortie du court-métrage, en regardant l'intégralité des vidéos du projet, je me suis rendu compte que pour eux, c'était pas un ARG complexe, une œuvre d'art brillante, bref, tout ce que moi je vois quand je vois This House. Eux, et ça se voit, ils le voient plutôt comme une aventure humaine, une aventure qui a créé des connexions, comme n'importe laquelle de leurs autres œuvres d'art. Et quand je revois mes vieilles créations, je vois que ça aussi. Tous les gens que j'ai rencontrés, tous les souvenirs que ça a créé, et je voulais donc finir cette vidéo en disant ça. On ne crée jamais vraiment juste pour soi. Tout ce qu'on donne en s'exprimant, on le reçoit toujours en retour. Même quand on parle dans le vide, même quand on ne le partage pas. That's like probably one of his best videos ever. This House m'a suivi pendant un tiers de ma vie et au cours de ces 7 ans, j'ai grandi, créé des choses. J'ai senti l'adrénaline qu'Internet donne à ceux qui restent dans la tête des gens, puis le lent sentiment de mal-être qui vient après. Au milieu de l'écriture de la vidéo, j'étais un peu dans une période où un cynisme vis-à-vis d'Internet commençait à grandir en moi. Des envies d'arrêter, la peur du burn-out, ce genre de choses. Et c'est Burnout is real, I promise you. à peu près à cette période-là que j'ai envoyé un message à Nightmind pour lui demander son autorisation de critiquer ses théories. Et quand je lui ai envoyé les messages, il s'est passé ça. Salut Nick, je suis Feldup. Je suis un grand fan de ton travail et j'ai suivi ta chaîne avant même que tu n'aies eu 1000 abonnés. Je me souviens t'avoir dit que je voulais traduire tes vidéos sur Marble Hornets en français, ce que je n'ai jamais fini par faire, parce que j'avais 13 ans à l'époque et que la tâche était bien plus difficile que ce que je pensais qu'elle allait être. 8 années plus tard, j'ai maintenant plus d'1 million d'abonnés en France et j'ai eu mon public en faisant des vidéos sur l'horreur d'internet et des documentaires. J'ai été inspiré par Scare Theater, Nexpo, Rainbot, etc. Mais tes vidéos sont celles qui m'ont donné envie de créer en premier lieu. J'ai fait de nombreux ARG grâce à toi et maintenant je vis de mes vidéos. Ma prochaine vidéo est le 100e épisode et ce sera à propos de This House as People in It, le premier ARG que j'ai découvert et sur lequel j'ai enquêté en temps réel. Ta vidéo qui a hypé sa sortie m'a fait attendre devant la chaîne d'Adult Swim pendant des heures. C'était fun. Ce sera une grosse vidéo et j'ai besoin de ta permission pour quelque chose. Ta vidéo sur le sujet est la plus influente dans l'histoire de This House as People in It. Tes théories et analyses sont les plus populaires. Je m'apprête à mentionner dans ma vidéo à chaque fois qu'une de mes observations est similaire à une des tiennes, et je donnerai mon opinion sur tes théories. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Merci de m'avoir indirectement donné un travail que j'aime. J'ai hâte de ta réponse. Il est 5h40 du matin, on est le mercredi 20 décembre. Nightmind a répondu à ma demande. Il a répondu, mais il n'a pas répondu que ça. Je suis honoré, je suis reconnaissant et je suis tellement fier de ce que tu as fait pour toi-même. Partir de 13 ans, demandant de faire des traductions et arriver à devenir un ambassadeur de l'art vivant, le faire pour ton travail, je suis tellement fier. Et tu sais quoi? Je crois que je me souviens de quand tu m'as approché. Et savoir que tu as fait tes propres ARG aussi, je ne suis pas sûr d'avoir les bons mots pour exprimer à quel point ça me fait me sentir bien. Je suis profondément fier. Et je suis reconnaissant de savoir que j'ai fait la moindre chose qui ait pu t'aider. Tu as absolument mon aval. Tu l'as pour ta vidéo sur This House as People in It et tu l'as en général pour ton travail sur YouTube. Félicitations Feldup. Bravo. Et continue à être un ambassadeur pour les artistes du monde qui font par passion et qui espèrent avoir un public. Merci pour tes mots. Ils veulent dire bien plus que ce que tu ne pourras jamais imaginer. Bonne nuit et continue de faire des vidéos incroyables. Je suis certain que tu as influencé bien plus qu'un enfant introverti en partageant ta passion pour l'horreur et les mystères. Tu as fait ma soirée Feldup.
Je suis très reconnaissant de connaître et de voir le chemin que tu as parcouru et d'avoir pu communiquer avec toi. Et j'espère que dans le futur, tu recevras le même genre de message d'un créateur que tu as inspiré en étant passionné et en te donnant la liberté de créer. Tu as fait ma soirée aussi, Nick. Merci pour tout. Je m'attendais pas du tout à cette réponse. Il est presque 6h du matin en France et j'avais des difficultés à dormir. Mais ça va beaucoup m'aider. J'aimerais tellement envoyer ces messages à cet enfant de 13 ans qui avait peur de son futur. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu échanger ces quelques mots. Dors bien, Feldup. Merci. Fantastic. Excellent. This video was woo, very beautiful. It's a good video. Really good video. And the subject alone, holy crap. That video. What a video. What a video of a video. I don't know if he's gonna throw something in at the end. I can't fast forward. It's only 10 seconds. Okay. Wow. Well, there's nothing more to say about the actual video. Okay, that was it. No surprise at the end. The surprise was the whole damn video. That's what the surprise was. Oh la la, what a video. No, really, that's incredible to come up with the theory of it's The Sims. It's real life Sims. Is incredible. That's exactly what it was. Anyway, we've talked about the video plenty by now. I did not forget, which is a miracle. So I just have a question. So here's the thing. I have been blessed. Sorry, I'm about to make the video longer than it already is. The typical American family. So this is interesting because ma mère est française, et mon père est espagnol. Et moi, j'étais né dans les États-Unis. Right? So it's already a very interesting mix. So I am a born and bred American. However, I was raised with a French woman's mentality, who's very, very smart, by the way. Very smart, my mother is. She worked at the United Nations for over 25 years. I mean, her whole career was basically the United Nations. She speaks like 6 languages. She started out in Switzerland, the United Nations in Switzerland. And then she wanted to be transferred, which me and my sister always laugh at her and say, why? Why did you bring us here? Because all of our cousins and family and aunts and uncles, all extremely successful in France. I don't know if you guys know, but my uncle became like one of the heads, one of the top people for Carrefour, which I'm sure you know very well what that store is. That's like your version of Walmart. And he started out just putting food on the shelves. Maybe the Feldup's age, 16, 17 years old. And just wanted a little job. And he was putting cans on the shelves. That's it. You know, go over there and replace the milk in aisle 3. Well, no, that's what he did. And from that, he became, he became enormous, huge. You know, he was like running the stores. He was like in charge of the inventory of multiple stores.
When a store wasn't doing too well, he would have to go and find out why. What could they do to improve it? So again, that was my uncle. My other uncle, again, another multimillionaire in France. He did wonderful too. So everybody basically successful in France. And here's my mother, who's in Switzerland, and says, you know what? I keep hearing about this American dream. Let's just, I don't know what made this woman do this today. Even she's a little confused today why she did it, but she decided to leave the entire family, move to the United States with a husband who did not know one single word of English. And they moved to freaking Brooklyn, New York, where I was born. I'm sorry, not Brooklyn, Queens. Sorry, Queens. Moved to Queens, New York, get an apartment, work at the United Nations in Manhattan, and there you go. I mean, that's the life that she decided, was good for her future. So, going back to the question, I know what an American typical family is because that's my family. I married in an American woman. So together, since I'm born and raised in America, we raised your typical American family, where I and my sister were raised in America, but by a Spanish person and a French person. So very different. So the typical family that I was raised in, it's obviously way easier for me to just say all of this in English. Sorry. Dinner. So mom goes to work, dad goes to work, kids go to school, kids come back from school, make sure you do your homework, then you go outside and you just play. Because there was no smartphones, there was no beepers. You just went outside and you played and interacted with kids. Okay, so that was my life. Soon as the sun began to go down and the lamppost turned on, that meant there was no calls, there was no texting. That meant get your ass home. It's time for dinner. And after dinner, if there was still light out during the summer, you would go back out and play with your friends until it was time to come home and go to sleep. And that's basically, and now every year we went on vacations. My parents took us to France, took us to Spain, took us to Greece. I think I've been to Switzerland. They took us to Hawaii. Like we went places, but we didn't do the typical American things. So your normal Americans, normally, a majority of them, they go down to the shore in this area where I live, New Jersey. So you go down to the shore and you spend the summer at the shore, 2 weeks, a week. That's it. You don't get many vacations in America. So you go down there for 2 weeks and you go to the Seaside Park, Belmar, Wildwood, Cape May, Long Beach Island. And I never, ever did that till I was almost 20 years old, where kids, the typical American kids, would go on vacation. They knew all about it. And then when they were 20, 17, 18, 19, 20 years old, they would ask me, my friends, hey, let's go down to Seaside. I would say, what is Seaside? They would look at me like, you don't know what Seaside is? We're like, no, man, I've never been to Seaside. Like, are you kidding me? That's where the beaches are. That's where the girls are. That's where the bars are. That's where the fun is. Let's go. So I went, and yes, I had great times. But in the meantime, it's like, oh, while you were going down the shore, me and my parents were going to Menorca in Spain, Lyon, Paris. I mean, Bordeaux, Bordeaux. And I was going places. I was seeing things. I was seeing the world. And all my American friends were only seeing what's in the United States. They were only seeing, none of them were going to Paris. None of them were going to Spain. I promise you that. So, back to the family. You had to respect the rules. You had to respect your parents, or you got your ass kicked. My dad would just whoop your ass if you didn't speak the way you were supposed to speak.
It was called, Respect. So, I mean, that was it. It was a very good upbringing, okay? And that was, I don't want to say that's American typical family because I was raised by 2 Europeans. Now, me and my wife, we raised our kids differently, of course. So my daughter has been to France with my mother, a grandmother-daughter trip, which was amazing. She loved it. She got to see France. My daughter is a person who will go anywhere in the world. You just say, where do you want to go? Her bags are packed. No fear. Want to go to Italy where we don't speak one word? Yeah, let's go. I got my suitcase ready to go. My son, total opposite. Doesn't want to go nowhere. Just wants to, he's in his little bubble. He's not much of a people person. It's just him, his girlfriend. He works, gets his little vacations here and there, but that's it. He doesn't like traveling and going places. Total opposites. But my kids were raised with this. So where I had dinner with my parents every single day until I moved out, basically. Our kids, we watch TV while we're eating. And that only lasted till they were about 16, 17. Then they started going in their own rooms with their own dishes. And I don't know, we just didn't seem to care. But I'm going back to this video, and I'm curious. What is the difference between a typical French family opposed to a typical American family with the video that you saw? People in the house. What did you see, even though they were acting more like Sims? But isn't it what's typical? You have the father who works, you have the mother who works, because today, good luck trying to live on one economy. You need two economies. You need two salaries, not economies. You need two salaries to just be able to afford anything. So both parents are working. Your kids go to school. They come home. They live on their phones. They Instagram. They text. They do this. They do that. They watch videos. They go to TikTok. They go to school. They come back from school. They go back to the stupid social media. They go watch videos. They watch TV. They go Spotify. There's way less communication than possibly maybe in France with kids and parents. Is that really the big difference? Because to me, I think that would be the biggest difference. Do you guys, let's say you're 17, 18 years old, and your parents are, 40, 50. Do you guys genuinely talk almost as if you're friends, family, friends? You talk about everything together. You don't have secrets. You don't want to tell your father this. You don't want to tell your mother this. It's only for friends. But anyway, I'm just curious. What is really the big difference between your typical American family and your French family? Because I think I've experienced both. So my question is, what is your typical French family like, opposed to the video you just saw? Like, do you all hang out in the living room and watch TV together? Do you eat dinner in front of the TV with trays? Or do you, no TV, no phones, everybody sits at the table, mom talks to dad, dad talks to mom? See, in our case, we weren't really allowed to talk. It was like parents are talking. Shh, you shut up and eat your food. That's how I was raised. And when we were talked to, that's when we could say something. But we were not allowed to interrupt mom and dad's conversation of what happened during the day with them. You know what I mean? So anyway, it's very interesting. I think that's interesting. What is the typical French family, and what do you typically do together? And is there a point in time where you kind of separate? Now the kids do whatever the hell they want, and the parents do whatever the hell they want. Or is it always closeness? Always very family oriented? Voila. Now I'm going to shut up because I just added 20, 30 minutes to a freaking enormous video. But anyway, thank you for watching. This was one of the amazing video. One of the best Feld Up video I've ever seen.
Yes, it's a lot of work. It's a lot of time. But I was able to do it. And we did it. 3-hour video completed. Oof. For those wondering what happens when a Patreon asks for a 3-hour video, they basically just sucked up 3 months of their, what the hell would I call that? Their time. So instead of a 50-minute video, tier 2, this, they have to basically, it's 3 months of a video, 3 months of requests. So, because I know some people are like, hey, what's going on here? You having trouble doing my 62-minute video, but you're able to do a 3-hour video? Well, that's why. Just letting you know, the person who requested this now can't, is not going to be able to request anything until like September, just so you know. So it's fair. Don't think I'm not being fair. It's just the way it is. The bottom line is I only have more or less 3 hours a day to do videos. 3 true hours. The rest of the time is then posting, editing, tags, thumbnails, all that other crap. And then there's the music videos on the other channel I got to worry about, which I really don't. That channel is nowhere near as interesting as this one to me. But I do, I still do like music. So it's just that everything on the music channel, 98% of everything on the music channel is completely copyrighted. So there's no return, there's no nothing, there's no real benefit other than enjoying a good piece of music, which, says something to you, where you could break it down and be like, oh, I know what this person is singing about. That part I do like. I do like that part. But anyway, I can't shut up. So I'm going to force myself to shut up right now. Take care. Peace out. À demain.